À quoi bon monde, à quoi bas l'Afrique, à quoi bon téléspectateurs et téléspectatrices de l'Intelligente TV. Dans 43 jours, le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné ici, en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. Durant un mois, le pays de Laurent Pokou, Didier Drogba, Yaya Touré et Sébastien Haller sera le centre du monde sportif. L'Intelligent TV vous prépare à vivre cet événement prestigieux sur le continent à travers cette nouvelle émission dénommée Aquacan. Aquacan est une émission hebdomadaire qui vous plongera au cœur de l'actualité des 24 équipes qualifiées pour la grande messe du football ici, en Côte d'Ivoire. Aquacan vous donnera également des informations sur l'organisation de cette compétition. Aquacan, c'est aussi et surtout la découverte des sites touristiques. Pour ce premier numéro, nous irons à Korogo, ville du nord de la Côte d'Ivoire où sont logées les équipes du groupe E, à savoir le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie. La problématique du jour portera sur la mobilisation autour de l'événement à jour J-43. Et pour en parler, nous échangerons avec Jean-Michel Deignan, rapporteur de la commission mobilisation du COCAN, entendez comité d'organisation de la Cannes 2023. Bonsoir, monsieur Jean-Michel. Bonsoir à tous. À quoi bat l'Afrique, à quoi bat au monde. La Côte d'Ivoire attend l'Afrique, la Côte d'Ivoire attend le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis avec vous, nous aurons beaucoup d'informations à jour J-43 pour cet événement. Pour passer au scanner, le groupe E, je serai via Zoom avec mes confrères du Mali et de la Tunisie, à savoir Cheikh Oumar et Marwan Gara. Bonsoir, chers confrères. Et Monsieur Cheikh, donc ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir pour cette émission. Ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous pour échanger par rapport à cette grande échéance qui est la Coupe d'Afrique, qui va se dérouler dans une grande nation du football africain, à savoir la Côte d'Ivoire. Cheikh Oumar. Oui, c'est un plaisir aussi pour moi de participer à ce débat. J'espère qu'au finish, les téléspectateurs, les auditeurs et les trucs en ligne vont être satisfaits, comblés de nos prestations. Merci beaucoup. Le groupe E est constitué du Mali, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Ce groupe fera l'objet d'une attention en ce jour. Groupe serré ou non, quelles sont les chances des équipes d'accéder en huitième de finale? Avant d'en débattre avec nos confrères, je vous invite à suivre cet élément de présentation. Stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo sera le théâtre, à partir du 16 janvier 2024, des confrontations des équipes logées dans le groupe E de la Cannes 2023. Dans ce groupe, l'on s'attend à de chaudes empoignades entre la Tunisie, le Mali et l'Afrique du Sud, trois gros morceaux de cette poule. La Tunisie comptabilise depuis 2004 16 participations consécutives à une finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis leur premier trophée remporté en 2004, les Aigles du Carthage courent après une deuxième étoile continentale. Les Aigles de Carthage retrouveront les Aigles du Mali comme lors de la dernière CAN au Cameroun. Les Maliens sont en quête d'une première étoile. Pour cette 9e participation d'affilée, les Maliens auront à cœur de faire mieux que la précédente édition. Le champion d'Afrique 1996, l'Afrique du Sud ne vient pas en victime résignée en Côte d'Ivoire. Les Bafana peuvent jouer les troubles-fêtes dans cette poule. Pour leur 4e participation, les Warriors de la Namibie espèrent faire mieux qu'en 2019 en Égypte, où ils ont fini 4e de leur groupe sans aucune victoire. Selon plusieurs observateurs, cette poule fait partie des groupes serrés et relevés. Si le Mali et la Tunisie sont considérés comme les favoris de cette poule, il faut se méfier de l'Afrique du Sud qui monte en puissance. La Namibie n'est pas à négliger. Les Warriors peuvent créer la surprise de cette compétition
Et cela peut commencer dans ce groupe E. Alors, je m'en vais après cet élément de présentation. Chakouma, un commentaire sur cet élément de présentation? Je pense qu'ils ont bien analysé ce qu'ils ont dit. C'est vraiment, le constat est réel. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Est-ce que Marwan est avec nous? Oui, oui, je suis toujours avec vous. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. De présentation? Alors, oui, c'est une présentation complète des éléments qui entourent ce groupe E, qui est vraiment un groupe assez relevé, j'ai envie de dire, parce que voilà, le Mali, l'équipe nationale du Mali n'est plus à présenter, surtout ces dernières années, avec des valeurs sûres, individuelles et collectives, on va dire. C'est une sélection qui a souvent posé beaucoup de problèmes à notre équipe nationale. Je parle de la Tunisie. D'ailleurs, il y a une statistique, un fait, c'est que la Tunisie n'a jamais battu en Coupe d'Afrique l'équipe nationale du Mali. D'ailleurs, le souvenir de la Coupe d'Afrique de 1994 en Tunisie est encore vivace. Chez tous les Tunisiens. Après la dernière double confrontation, c'était lors de l'éliminatoire de la Coupe du Monde. C'était assez serré avec un but contre son camp pour le Mali à l'aller, puis un but refusé pour le Mali au retour et à la fin une qualification pour la Tunisie. Pour l'équipe nationale, pour les Bafana, les Sud-Africains, les champions en titre de 1996, c'est aussi une équipe qui a des atouts à faire valoir dans ce groupe. Il faut vraiment s'en méfier. Et puis la Namibie, à mon humble avis, peut créer la surprise. Et puis si la qualification doit jouer pour deux équipes, ça sera pour les confrontations face à la Namibie pour chacune des trois autres sélections que j'ai citées, à savoir la Tunisie, Sud-Afrique et le Mali. Puis en passant, je tiens à féliciter mon confrère malien pour la performance de l'équipe nationale U17 du Mali lors du mondial, une demi-finale. Ça a honoré le football africain. Ils étaient tout près de se qualifier en finale, mais c'est pas grave, c'est une très belle prestation. Donc bravo à nos amis maliens. Je reste avec vous, Marwan. Alors, le statut de mondialiste de la Tunisie est-il un avantage? Il faut dire que les deux compétitions sont complètement différentes. À maintes reprises, la Tunisie s'est qualifiée pour le mondial. Elle en est maintenant à sa 6e participation. Elle tente de se qualifier pour une 7e participation. Après, ça n'a jamais avantagé notre équipe nationale au niveau de la compétition africaine, loin de là. Je fais référence à la Coupe d'Afrique 98, quart de finaliste. En 2002, premier tour. En 2006, quart de finale. Voilà, en 2019, demi-finale. Et puis voilà, en 2021, il y a quart de finale. Donc non, je dirais pas que le statut de mondialiste favorise les Aigles de Carthage. La Tunisie est toujours là, toujours elle part en tant que favori, mais disons que depuis 2004, nous n'arrivons pas à franchir ce cap d'éternel favori, mais sans concrétisation en fin de compte. Donc, il y a des bêtes noires, si je puis dire, attitrées de la sélection tunisienne. Je fais référence au Mali, mais aussi au Burkina Faso, par exemple, contre qui, à chaque fois, l'équipe nationale tunisienne ne fait que tomber lors des compétitions africaines de la CAN. Voilà. D'accord, alors je reviens sur ce plateau, monsieur Jean-Michel, un regard sur ce groupe. Mais merci. C'est un groupe serré, hein, mes prédécesseurs l'ont dit. Un groupe serré, un groupe relevé. Il y a trois équipes qui se détachent déjà, le Mali, l'Afrique du Sud et la Tunisie, pour leur parcours aussi en Coupe d'Afrique des Nations. Mais il ne faut pas négliger la présence de la Namibie. Le football namibien a cette particularité
d'avoir des performances qui montent en puissance. Donc, c'est un groupe relevé. Avantage peut-être à la Tunisie qui a son parcours au mondial, mais la CAN, c'est autre chose. Justement, la CAN, c'est autre chose. Cheikh Oumar, quelle est la force de cette équipe du Mali? Effectivement, comme mes deux précédents viennent juste de le dire, la Tunisie, elle est la super favorite de ce groupe-là, avec 21 participations et 6 participations en Coupe du Monde. Mais il faudra juste rappeler que dans les confrontations directes en phase de la Coupe d'Afrique, nous, on a gâché la fête des Tunisiens en 1994. Chez elle, là-bas, on avait gagné lors du match d'ouverture 2-0. Et après, on s'est retrouvé en Égypte en 2019. Ça, c'était avec l'ancien sélectionneur des Aigles du Mali, Alain Giresse. On avait fait un match nul 1-1. Et la troisième fois, c'était au Cameroun, CAN 2021, où on avait gagné 1-0. Donc, pour vous dire, en phase finale de la CAN, vraiment, le Mali domine les statistiques par rapport à la Tunisie. Il a parlé de matchs de barrage. C'est vrai, nous, il y avait tellement de pression. C'était toute notre première fois de participer à un match de barrage pour la Coupe du Monde. Et ce jour-là, le stade était rempli depuis 14 heures. Donc, l'entraîneur Magasuba, à ce jour, avait chamboulé complètement les 11 de départ. Et c'est nous-mêmes qui avons marqué le but contre nous. C'était une charnière centrale expérimentale, Kiki Kouyaté et Samassa. Donc, je dirais qu'au match retour, il a dit on a marqué un but qui a été refusé, je ne sais pas comment. Mais au finish, la Tunisie ne moyen pas le Mali, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont favoris. Je reviens sur ma question de départ. Tu vois, non? Ma question de départ. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe du Mali? Au fait, aujourd'hui, quand tu prends l'équipe nationale du Mali, ça fait 18 mois, il y a un sélectionneur qui s'appelle Eric Sekouchel, qui a remplacé Magasuba après les barrages de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, quand tu regardes les éliminatoires de la CAN, on a terminé deuxième meilleure attaque après le Nigeria et deuxième co-meilleure défense après l'Algérie et la Tunisie. Donc aujourd'hui, il y a un jeu collectif qui est là. Il y a surtout des individualités qui font souvent la différence. Donc, je vais dire qu'aujourd'hui, on a des moyens de sortir de cette poule-là parce que les joueurs se connaissent. Ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, depuis Magasuba jusqu'à Eric Sekouchel. Il y a l'automatisme, il y a la complicité et surtout la force, c'est surtout la défense, puisqu'on sera pénalisé au niveau de la ligne d'attaque. Il y a les deux attaquants de pointe qui sont vraiment blessés, indisponibles pour la CAN, à la personne d'Ibrahima Koné et ensuite de El Bilal Touré. Donc, sur ce secteur-là, Eric est en chantier. On a ramené Sissoko de Saint-Étienne, Niakate des Émirats Arabes Unis. Il est vraiment en chantier dans ce secteur. Mais car cela ne tienne, on espère bien que ça pourra aller parce que l'Afrique du Sud aussi, comme la Tunisie, on a gagné chez nous à la CAN 2002 lors des quarts de finale. Et ensuite, chez eux aussi, en 2013, on les a gagnés lors des quarts de finale en Afrique du Sud là-bas. Et vraiment, comme la Tunisie, l'Afrique du Sud ne moyen pas trop le Mali, la Namibie, on était dans la même poule lors des éliminatoires de Cameroun 2021. Et à l'aller et au retour, on les a gagnés. Donc, pratiquement, je dirais que sur le papier, le favori, c'est la Tunisie, mais vraiment, dans la pratique, c'est le Mali. Je reste toujours avec vous. À vous entendre, le Mali part pour remporter cette CAN ici en Côte d'Ivoire. Oh, ça, c'est trop dire. Mais je sais que atteindre les derniers carrés, on en a les moyens. On a vraiment ces moyens d'atteindre les demi-finales. Mais remporter la CAN, c'est vrai, ça nous plaît, mais moi-même, je sais que consciencieusement, ça va être très, très difficile. Parce que l'équipe a
des insuffisances, des manquements, mais peut-être que ça peut aller, mais au moins les demi-finales, oui. Alors, on veut m'adresser à Marwan. Marwan, au Cameroun, le Mali bat la Tunisie. 1-0 avec le fameux épisode de Sikazoué qui a Deuxième de la poule. Atteignez les quarts de finale. oui. Des problèmes au niveau de la fédération Lors depuis de la dernière confrontation avec le Mali, le Mali a fait une des meilleures prestations. Ils ont gagné au mérite 1-0. La Tunisie avait raté un penalty. Je dirais plus que c'est le gardien qui a arrêté le penalty. Il n'a pas été raté par Kazri. Après, il y a le fameux épisode de l'arbitre Kazoué qui a arrêté le match, qui a repris. Ça fait des petits faits qui se sont déroulés lors de la dernière rencontre. Après, oui, je suis d'accord avec mon confrère malien pour dire que le Mali fait partie des favoris de ce groupe, d'autant plus que, oui, la Tunisie est toujours là, la Tunisie est favori, la Tunisie, elle a gagné ce mois-ci 4 places au niveau du classement de la FIFA, puisque de 31e, là, passe à 28e. La Tunisie a gagné ses 2 derniers matchs en éliminatoire de Coupe du Monde face au Malawi lors de la dernière rencontre à l'extérieur 1-0. Après, il y a aussi beaucoup d'incertitudes, beaucoup de critiques par rapport au jeu proposé par les Aigles de Carthage, beaucoup de critiques à l'encontre du sélectionneur national, mais surtout au niveau de l'extra-sportif, beaucoup d'incertitudes. Il y a eu une sanction disciplinaire à l'encontre de joueurs phares de la sélection nationale. Je parle de Hannibal Mejbri, le joueur de Manchester United, et de Mohamed Drager aussi, parce que lors du match amical face au Japon, ils ont fait une sortie de l'hôtel sans prévenir. Donc, ils n'ont pas été convoqués pour les 2 matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça en dit long sur le manque de sérénité au sein de la sélection, sur le plan administratif du moins. Et puis, il y a le fait que le président de la fédération soit en prison actuellement, alors pour des affaires liées à des contrats. On ne sait pas ce que ça va donner par la suite. Il y a beaucoup de distance. Alors Marwan, à vous entendre, ces difficultés avec le président de la fédération étaient un gros handicap pour l'équipe tunisienne. Alors, l'intérim est assuré par son adjoint actuellement, même si ça parle aussi de démission collective des membres de la fédération. Information pas encore vérifiée. Sur le plan comptable, comme je vous l'ai dit, tout va bien pour la Tunisie, avec 2 victoires, avec des statistiques qui sont bons, comme l'a cité mon confrère malien, avec co-meilleure puissance avec l'Algérie et le Mali lors des éliminatoires de la CAN. Après, sur le fond de jeu proposé, c'est problématique sur les listes. La liste des convoqués à chaque fois par le sélectionneur national, il y a beaucoup de critiques à son encontre, surtout avec l'affaire des 2 joueurs qui sont sortis sans prévenir. Au football, il faut gagner, et tant qu'on gagne, on avance. C'est vrai, mais disons qu'ici, dans Tunisie, on est assez exigeant et assez lucide. On a affaire par rapport à nos adversaires. On ne sous-estime personne, au contraire, on respecte beaucoup le Mali. On sait ce que vaut le football malien, on sait ce que vaut le football sud-africain, on se méfie de la Namibie. Donc, du coup, ce que nous proposons face au Sao Tomé, que nous avons proposé malgré la victoire 4-0 et la victoire face au Malawi, sur le jeu, nous n'avons rien proposé de concret, nous n'avons rien proposé de bien. La moyenne d'âge aussi au niveau de l'équipe nationale inquiète. On en est à une moyenne d'âge de 32 ans, avec des vétérans comme on sait qui est toujours au top. Mais il y a d'autres joueurs qui font partie d'une génération sur le déclin, qui sont malgré tout toujours là. C'est l'objet de beaucoup de critiques à l'encontre de notre sélectionneur national, qui ne fait pas l'unanimité auprès des supporters de l'équipe nationale et même auprès des observateurs ici en Tunisie, pour être honnête. Donc c'est vraiment dans un climat d'incertitude que la Tunisie va aborder cette CAN, d'autant plus que
le sélectionneur national n'a toujours pas trouvé la bonne formule sur le terrain. C'est-à-dire que il n'y a pas d'équipe type. Tout simplement, il n'y a pas d'équipe type en équipe nationale qui vienne justifier. On ne sait pas qui va jouer, qu'il soit au milieu de terrain ou en attaque à chaque fois. Donc on a l'impression qu'il tergiverse encore, qu'il ne sait pas trop quoi faire, quoi choisir, quel système de jeu adopter. Voilà. Je m'en vais vous poser cette question pour Cheikh Oumar et Marwan. Est-ce qu'aujourd'hui, à jour J-43, vous avez une idée sur la préparation de vos différentes sélections? Éric Sekouchel, au fait, les derniers matchs dans les championnats européens, c'est vers la fête de Noël. Les joueurs seront libérés pour les équipes nationales et ils vont faire un regroupement au moins de 3 semaines à Kabbalah avant de s'envoler pour Korogo. Donc, c'est un stage peut-être de 3 semaines avant Korogo. Cheikh Oumar, Kabbalah, c'est où? Kabbalah, c'est juste l'internat. C'est-à-dire que les autres rentrent à l'hôtel. Nous, depuis la CAN 2002, le président d'époque, Alpha Omar Konaré, a fait comme ça ressemble à Clairefontaine pour les Français. Donc, il y a les hôtels, il y a la restauration, il y a la salle de musculation, il y a plusieurs terrains. C'est comme Clairefontaine à Paris, quoi. Merci beaucoup, Cheikh Oumar. Alors, Marwan, qu'en est-il de la Tunisie? Une idée sur la préparation de cette équipe? Alors, niveau logistique, tout va bien, centre de formation ou de préparation avec des stages d'un bon niveau, on va dire, avec des matchs amicaux assez relevés contre le Japon, contre la Corée du Sud ou d'autres équipes avec des stages, mais vraiment très relevés sur le plan athlétique et logistique. Niveau préparation, je dirais que tout va bien, mis à part quelques extrasportifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis voilà, sinon par rapport pour revenir au groupe, je dirais aussi que le Mali est un peu avantagé par rapport à la ville où vont se dérouler les matchs. Ouais. À la frontière. D'accord. Avec le Mali, donc, on s'attend à beaucoup de supporters maliens lors de la confrontation, lors des différentes confrontations, les 3 confrontations. Marwan, la Tunisie prévoit des matchs amicaux avec des équipes, si vous en savez un peu plus. Alors, pour le moment, non, aucun match amical est programmé pour le moment parce que il y a un calendrier national et continental pour nos clubs qui est vraiment très chargé. Donc du coup, il y a un peu de flou au niveau du calendrier d'ici le 11 janvier. Cheikh, Congo et le Mali, c'est pas loin. Combien de supporters sont attendus à Congo venant du Mali? Au moment où je vous parle, il y a une mission précurseur qui est arrivée hier soir dans la nuit à Korogo, juste pour essayer de cibler. Le ministre a pris l'engagement d'amener plus de 1000 supporters de Bamako. Il y a plus de 100 bus climatisés et 15 minibus, des voitures personnelles et ensuite les ressortissants maliens de Korogo, d'Abidjan. On est en train vraiment de préparer pour qu'on ne soit pas dépaysé, qu'on soit comme à Bamako. Donc, comme mon confrère tunisien l'a dit, là-bas quand même, nous, on va gagner cette bataille des supporters dans les tribunes. Aujourd'hui, tout est mis en place pour qu'on puisse vraiment mettre le paquet sur tous les 2 matchs de Korogo et contre l'Afrique du Sud et la Tunisie là-bas. Alors justement, Jean-Michel, quand vous entendez cela, qu'est-ce que ça vous fait en tant que membre de la commission mobilisation? Je ne suis pas surpris d'entendre cela. Korogo sera une ville malienne a priori. Mais on en parlera tout à l'heure, mais ce qu'on entend faire au niveau du COCAN, c'est de faire en sorte, ça c'est le principe, c'est de faire en sorte qu'aucune équipe ne soit orpheline. Donc je rassure mon frère tunisien, il y aura un comité de supporters pour les Tunisiens à Korogo.
Et je crois que la bataille de la mobilisation populaire dans les stades va être un vrai match. Et je fais un clin d'œil à mon frère malien pour dire qu'effectivement, Korogo est mobilisé. Korogo, c'est le Mali, mais Korogo sera aussi et la Tunisie, et l'Afrique du Sud, et la Namibie. Il y a une organisation qui est mise en place. Alors, quand vous entendez ces chiffres, 1000 supporters, des bus climatisés, est-ce que cela rend aisé votre tâche? Ben, c'est une canne de l'hospitalité. Hein. On attend du monde. On attend du monde. On l'a dit, on le répète, ça sera une belle fête. On travaille pour que ce soit une belle fête. On travaille pour que tous les Africains, le monde entier, on attend aussi des Portugais. Vous imaginez, hein, le Portugal, des Portugais qui viennent pour participer à la CAN en tant que passionnés de foot. On s'attend à tout, on est prêt. On est prêt à prendre soin de nos frères qui viendront de l'extérieur. D'accord. Je pose cette dernière question sur ce sujet. Marwan, qu'en est-il de la Tunisie? Alors, nous nous attendons pour le premier tour à avoir une cinquantaine, voire une centaine de supporters. Je ne compte pas là nos ressortissants à Abidjan et en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire. Mais je peux vous assurer qu'il y aura une centaine de supporters qui feront le déplacement depuis la Tunisie, et puis une cinquantaine de journalistes aussi qui seront sur place pour participer à la réussite de cet événement, pour aider à la réussite de cet événement et être de la fête. Nous avons vraiment hâte d'y être. Encore une fois, la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation du football africain. On est vraiment très 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 content de vous donner rendez-vous là-bas pour notre fête, la fête du football africain. Jean-Michel? À la suite de ce que mon frère tunisien vient de dire, on peut déjà annoncer qu'il va trouver sur place à peu près 1000 Ivoiriens qui vont supporter la Tunisie. Donc c'est un scoop que je vous annonce là déjà. Hein, donc on y travaille. Vous ne serez pas orphelins. D'accord, la Tunisie ne sera pas orpheline à Korogo avec ces propos de monsieur Jean-Michel Degna. On ouvre le deuxième chapitre de notre émission. Alors, avec vous maintenant, nous allons parler de la mobilisation à jour J43. Qu'est-ce qui est prévu? Quelle est la stratégie du COCAN pour permettre à tous les Ivoiriens et ceux qui viendront ici d'être mobilisés, engagés, de remplir les stades? Merci pour cette question, merci pour cette invitation. Ce qu'il faut d'abord relever, c'est la question de la raison d'être même de la commission mobilisation. Je veux juste rappeler que la commission mobilisation a été créée sous l'initiative de la CAF, parce que le constat a été fait que chaque fois que les pays qualifiés, les pays hôtes plutôt, étaient éliminés ou ne jouaient pas, les stades étaient vides. Donc le principe le constat ayant été fait, la CAF a estimé nécessaire de créer une commission mobilisation. Ça m'amène à parler de l'objectif de cette commission. Nous travaillons principalement faire en sorte que les stades ne soient pas vides. La question du remplissage des stades est le cœur même de l'activité de la commission mobilisation. Et pour cela, en termes de stratégie, nous avons une stratégie qui est basée sur 4 cibles. La première cible, c'est les populations locales, donc les Ivoiriens, les étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Ensuite, donc la communauté, les populations étrangères vivant en Côte d'Ivoire, vous avez notamment une grande partie de ces populations qui composent la CEDEAO. Et vous aurez remarqué aussi que dans les pays qualifiés, quasiment tous les pays de la CEDEAO sont qualifiés. À part 3 pays, le Togo, le Bénin, le Libéria, la Sierra Leone, je disais 3, plutôt 4. Donc on se retrouve avec une configuration où on a
en Côte d'Ivoire déjà une grande communauté de nos frères d'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, qui sont déjà là. Ensuite, la troisième cible, c'est ce qu'on appelle les populations spécifiques, avec les étudiants, les jeunes, et toutes ces populations, notamment la communauté des supporters des clubs en Côte d'Ivoire. Hein. Vous avez la SEC, l'Africa, et toutes ces grandes communautés qu'on mobilise autour de cette CAN. Et enfin, bien entendu, les médias. Les médias sont les premiers vecteurs de communication qui permettent de passer le message. Et autour des médias, nous travaillons pour que tous ces messages en faveur de la mobilisation autour de cette CAN puissent se faire à l'attention de la population. Donc voilà globalement ce qui constitue l'objectif et la stratégie par rapport à la commission mobilisation. Et ce qu'on fait depuis un peu plus de 2 semaines maintenant, sont des activités concrètes de mobilisation. On n'est plus dans les bureaux, on est sur le terrain, on mobilise les étudiants, on a mobilisé récemment la communauté ivoiro-libanaise, on entend mobiliser dans les jours prochains la communauté des associations de supporters, et il y en a plusieurs qui nous contactent. Je peux vous assurer que les Ivoiriens sont prêts. Alors, le COCAN a initié depuis quelques jours une caravane de concert. Est-ce que cela rentre dans le cadre de la mobilisation? Absolument. Cette caravane s'appelle la caravane Aquaba Tour. Je veux juste rappeler que Aquaba, c'est le nom de la mascotte. Donc, il y a une caravane de présentation de la mascotte Aquaba. Cette caravane a permis, ou plutôt permet, puisqu'elle n'est pas encore, le tour n'est pas encore achevé, permet d'aller au fin fond de la Côte d'Ivoire, permet d'aller dans le pays profond pour parler de la CAN, pour que personne ne soit exclu de ces festivités qui vont marquer les prochains mois en Côte d'Ivoire. Tout le monde la fête à partir de décembre, janvier, février, ce sera la fête en Côte d'Ivoire, donc tout le monde doit être concerné. Alors, M. Jean-Michel Dian, au-delà de ce plan stratégique que vous venez d'exposer, alors qu'est-ce qui est prévu particulièrement pour la ville de Korogo? Qu'est-ce qui est prévu pour la ville de Korogo? Je le disais tantôt, nous avons 4 équipes qui arrivent. Nous avons le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie et la Tunisie. Dans la stratégie qu'on a mise en place, nous avons prévu de façon concrète affecter 1000 supporters par pays qualifié. Donc 1000 pour la Tunisie, 1000 pour le Mali. Ça viendra naturellement en plus de toute la forte communauté malienne qui vit à Korogo. 1000 pour la Namibie et enfin 1000 pour l'Afrique du Sud. Voilà ce qui est prévu. Et on fait en sorte que tous les quartiers de Korogo puissent être reliés, plutôt affectés à un pays pour que les challenges se fassent entre les quartiers. Moi, je supporte l'Afrique du Sud, moi, je supporte la Namibie. On a un côté festif et en plus, vous savez que dans le dispositif de mobilisation et dans le dispositif du COCAN, vous avez les fan zones. Vous avez une fan zone qui sera installée à Korogo ainsi que dans toutes les autres villes, 2 à Abidjan notamment et 4 autres à Korogo, Bouaké, Yamsoko et San Pedro. Donc dans les fan zones, la capacité du stade de Korogo est de 20 000 places. Ce ne sera pas évident d'avoir toute la ville de Korogo dans les stades, mais il y aura de l'ambiance dans les fan zones. Donc voilà un peu ce qui est Est-ce que ce même schéma est reproduit à San Pedro, à Bouaké, à Yamsoko? Absolument. Le même schéma est dupliqué dans toutes ces villes et même à Abidjan aussi. À la seule différence qu'à Abidjan, vous avez par exemple le stade de Bempé où les éléphants de Côte d'Ivoire vont jouer, et qui parle de match des éléphants imagine bien naturellement un stade plein. Mais le même dispositif est prévu pour les 24 équipes qualifiées, parce que la particularité aussi du COCAN, c'est la neutralité dans ses actions. Le COCAN travaille pour les 24 pays qualifiés. Le COCAN ne travaille pas seulement que pour les éléphants, même si notre cœur vibre pour notre pays. Donc c'est le même dispositif, et je peux vous assurer que nous y travaillons régulièrement. Les dispositions sont prises, les contacts continuent jusqu'au dernier jour. Alors, question pratique, pour les 1000 personnes à mobiliser par équipe
Qui achète les tickets? Mais merci, c'est une très bonne question parce qu'on on en parle. On est en train d'y travailler. Pour l'instant, on ne peut pas encore faire d'annonce, mais soyez sûr qu'à la date prévue, vous aurez au moins les 1000 qui seront bien présents dans les stades pour que les stades soient pleins. C'est un engagement pris au plus haut niveau de l'État et du COCAN et de la CAF. Nous allons pouvoir atteindre cet objectif-là, rassurez-vous. D'accord, alors pas de souci, 1000 personnes par équipe. Alors l'objectif du COCAN, c'est de permettre au stade d'être plein à chaque match, peu importe le match. Tous les matchs doivent se jouer. On doit avoir au moins 1000 supporters. Tous les 2000 au moins. 2000 au moins. 2000 au moins. Et vous imaginez bien aussi qu'en dehors des 2000 qui sont prévus par la commission mobilisation et par le COCAN, il y a d'autres personnes qui vont acheter des tickets. Je prends un exemple assez révélateur de ce que vous décrivez. Le match Namibie-Afrique du Sud, à notre connaissance, il n'y a pas de communauté namibienne et d'Afrique du Sud à Korogo. Donc, on travaille fortement pour que ce genre de match qu'on a identifié comme étant les matchs à risque de non-remplissage, on a fait une cartographie sur les 52 matchs, notamment sur les 36 matchs des matchs de poule, une cartographie de ce qu'on appelle des matchs à risque de non-remplissage. Et nous nous organisons pour que tous ces matchs à risque, on puisse maîtriser ce risque et se retrouver, bien entendu, avec des stades pleins, comme on le dit. On a testé ce dispositif lors de la Women's Champions League récemment, et vous avez vu les matchs. Je peux vous assurer que c'était de belles fêtes à Korogo et à San Pedro. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a la mobilisation, il y a aussi la CAN, c'est aussi la découverte. Et nous sommes allés, par le biais de notre confrère Jean-Hubert Kofo, à la découverte du Mont Korogo. Instant découverte. Nous avons travaillé sur des circuits touristiques que nous allons proposer à nos visiteurs. Et nous avons même sorti un dépliant qui consigne tous ces circuits. La Tunisie, le Mali. Nous serons contents d'être à Korogo parce qu'il y a plein de gens à visiter. On va partir travailler Magoya. On va partir manger. Korogo, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, à plus de 564 km d'Abidjan, est l'une des villes hôtes de la CAN 2023. Elle abritera la pôle E de la compétition constituée du Mali, de la Namibie, l'Afrique du Sud et de la Tunisie. Le mont Korogo que voici, qui culmine à 570 mètres d'altitude, est le plus haut des 10 montagnes, visible sur la superficie de 12 700 km² de la ville. Ce mont est l'un des sites touristiques que des visiteurs pendant la CAN pourront visiter. Nous avons un programme de touristique pour les gens qui vont venir. Il y a le mont Korogo qui peut aller faire une visite de Ouagnéné, c'est les forgerons. Vraiment, il y a beaucoup de choses à visiter. Je crois que la Tunisie, le Mali. Nous serons contents d'être à Korogo parce qu'il y a plein de gens à visiter. Nous avons déjà eu à faire une formation au niveau du personnel des établissements de tourisme. Nous avons travaillé sur des circuits touristiques que nous allons proposer à nos visiteurs. Et nous avons même sorti un dépliant qui consigne tous ces circuits. Nous avons aussi écrit un événement d'animation permanente de la CAN, de sorte à faire de la CAN un festival. Sur la montagne, la végétation est une savane arborée. De son sommet, l'on a une belle vue sur la ville qui s'étend de part et d'autre.
D'ici, on aperçoit le grand barrage d'eau potable de Koko. Le centre d'entraînement du lycée moderne de Korogo et bien d'autres sites importants de la ville. Sur la montagne, on croise des groupes de jeunes élèves et étudiants. On allait faire cours, venir visiter mon cours, venir s'asseoir, poser et puis repartir à la maison. En tout cas, ça nous fait plaisir de venir ici. Bah, quand on monte ici, on trouve que c'est joli. On voit aussi Kourou, comment Kourou est. Donc, en tout cas, c'est joli. Quand tu montes ici, tu vois un peu toute la ville. On y voit aussi des traces de randonneurs. Il y a aussi des groupes d'enfants à la chasse au margouillat à l'aide de lance-pierre et d'hameçons. On va partir travailler Magouya. On va partir manger. Voilà, on va partir travailler Magouya. Comment tu fais pour travailler Magouya? On va partir travailler cricket. Puis on va mettre dedans pour jeter maintenant. Nous allons venir manger, puis on va attraper. Korogo est la 3e ville de Côte d'Ivoire. Elle s'active pour réserver un bel accueil à ses visiteurs pendant cette Coupe d'Afrique qui débute le 13 janvier 2024. Merci à notre reporter Jean-Hubert Kofo pour ce beau reportage sur le Mont Korogo. Alors, Monsieur Jean-Michel Deignan, cela vous donne l'envie de redécouvrir Korogo du moins. Absolument, c'est une très très belle ville. Hein, Korogo et le Mont Korogo avec ce vent du nord qui souffle là-bas. Je connais bien cette ville et j'invite en fait tous nos frères qui vont arriver à découvrir, en dehors des matchs, de découvrir la ville de Korogo qui recèle de beaucoup de richesses cachées. D'accord, c'est vrai qu'il y a le foot. Au-delà du foot, il y a aussi des sites touristiques, on ne restera pas que foot. Est-ce que les personnes que vous allez mobiliser ou qui viendront, il est prévu des circuits touristiques pour eux au niveau du Kokan? Mais bien entendu, puisque vous avez entendu la représentante du ministère du Tourisme, le ministère du Tourisme et tous les ministères concernés par cet événement travaillent de concert avec le Kokan. Donc le guide dont elle parlait tout à l'heure est un élément qui permettra donc naturellement à nos visiteurs, à tous ces supporters qui viendront pour supporter leur équipe, d'allier l'utile à l'agréable pour permettre de découvrir Korogo, de découvrir la Côte d'Ivoire sous une autre facette. Et c'est ça l'intérêt de la CAN, c'est pour ça qu'on dit que la CAN est j'ai entendu un terme assez intéressant tout à l'heure, c'est un festival, c'est une fête, c'est un événement, et c'est un événement non seulement sportif, mais aussi un événement culturel, économique et autres. Alors, je reviens un peu au niveau de la mobilisation. Alors, vous annoncez 1000 personnes par équipe. Comment ces personnes sont sélectionnées? Déjà, on travaille, dans l'organisation de la commission mobilisation, nous avons des chargés de mission mobilisation qui sont basés dans les villes, donc ils connaissent la ville, et qui vont travailler avec les communautés même dans les quartiers. Vous avez les communautés étrangères, vous avez les chefs de quartier, vous avez aussi, n'oubliez pas, c'est un élément important dans le dispositif du COCAN, vous avez les colocan dirigés par les préfets de région. Donc vous savez naturellement que les préfets de région, les maires et autres, connaissent bien la structuration de leur région et vont facilement nous permettre d'atteindre l'objectif de 1000 au moins. Je dis 1000 au moins. On a dit 1000, c'est une base, mais 1000 au moins. Parce qu'on ne peut pas avoir de stade vide. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, M. Jean-Michel Deignan. Est-ce que vous pouvez lancer un dernier mot en termes de mobilisation à nos confrères et visiteurs qui viendront ici en Côte d'Ivoire pour la CAN de l'hospitalité? Merci encore de l'opportunité que vous avez offerte au COCAN et à la commission mobilisation du COCAN pour parler en fait de cette fête attendue par tout un pays, attendue par tout un continent. Le message que je voudrais faire passer, l'appel que je veux lancer,
c'est un appel très simple. La Côte d'Ivoire est prête, la Côte d'Ivoire attend l'Afrique, la Côte d'Ivoire attend le monde. Nous lançons bientôt une communauté de supporters pour la CAN. Il y a une application qui est en train d'être conçue. On va communiquer autour de cette application pour permettre à tous ceux qui ont envie de participer en tant que supporters, donc notamment sur la question que vous posiez tout à l'heure, dans le choix des 1000, il faudra s'inscrire dans cette application pour pouvoir faire partie de ce dispositif et bien naturellement que des dispositions seront prises pour l'accès dans les stades, comme vous le demandiez tout à l'heure. La Côte d'Ivoire est prête, les infrastructures, vous les avez vues. Vous avez vu la qualité de la pelouse, on en parlait tout à l'heure, mais on n'a pas forcément insisté. Vous allez avoir des matchs magnifiques sur de belles pelouses, mais mieux sur des stades d'entraînement qui sont de la même dimension que les stades. Donc voilà des éléments essentiels pour dire que à partir de janvier jusqu'à février, la Côte d'Ivoire sera au cœur de l'Afrique, mais la Côte d'Ivoire saura relever le défi et nous nous y attelons dans les détails. Nous travaillons notamment, et on le verra certainement dans un autre cadre, sur la question du parcours spectateur, notamment sur le stade des Bimpé, où assez régulièrement les uns les autres se plaignent des difficultés d'accès. Mais je veux déjà rassurer l'ensemble de nos concitoyens et de tous ceux qui vont venir que des dispositions sont en train d'être prises pour réduire les risques, pour faire en sorte que durant ces parcours notamment, on soit plutôt dans un état de fête. On va prévoir des animations durant la marche, par exemple, pour que la personne qui marche ne sente même pas la marche. On l'a vu au Qatar lors de la Coupe du Monde. On a la capacité de monter ce même dispositif ici. En tout cas, merci beaucoup et on reste à la disposition des Ivoiriens parce qu'on travaille pour la Côte d'Ivoire, on travaille pour l'Afrique et on travaille pour le monde pour que, après cette CAN, on reconnaisse que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, comme on dit. Merci. Merci d'être passé sur notre plateau de AquaCan. C'est ici que prend fin ce tout premier numéro de votre nouvelle émission dédiée au sport et AquaCan. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro et une autre ville. Au revoir.